Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ariane Pommery. Je devais venir avec Micheline Clodon, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital Bichat, enfin, qui a fait toute sa carrière, qui est depuis 6 mois à la retraite, une jeune retraitée. Bon, mais qui, pour des raisons familiales, n'a pas pu venir, mais je regrette beaucoup parce qu'on travaille beaucoup toutes les deux. Et puis, mais bon, je ne suis pas tout à fait seule parce que, comme vous le voyez, il y a aussi d'autres personnes. Je travaille à l'hôpital Bichat en partenariat avec le docteur Obadia, le docteur Moisan, Geoffrey Dufayet dans le service d'addictologie du professeur Lejoyeux. Alors, effectivement, l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu. C'est assez novateur parce que, alors déjà, l'idée du partenariat, c'est quand même quelque chose de novateur. En France, on est moins avancé qu'à Montréal. Mais là, ça concerne l'addictologie. Alors l'addictologie, avec l'addictologie, il y a toutes les questions qui sont associées. Quand j'ai commencé à présenter, c'était nos travaux, nos partenariats. C'était, mais vos patients, s'ils reconsomment, est-ce que vous pouvez vraiment leur faire confiance ? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont associées aux représentations. Donc en fait, on s'est rendu compte. Donc moi, je suis une ancienne buveuse. J'ai consommé de 15 à 42 ans. Et puis, j'étais en proie à beaucoup de représentations parce que. Et c'est probablement ce qui a retardé mon accès aux soins, c'est qu'il y avait une partie de moi qui se rendait bien compte que je buvais trop, j'étais une buveuse du soir. Je me rendais bien compte que ça allait pas, je cachais mes bouteilles, c'était vraiment très glauque, comme souvent l'alcool féminin. Mais en même temps, il y avait une autre partie de moi qui ne pouvait pas se reconnaître comme alcoolique, parce que le terme alcoolique est tellement violent et imprécis, tellement violent, que je ne pouvais pas me reconnaître comme telle. Et puis moi, j'avais un très très beau déni. Je me disais, mais moi, je ne bois pas le matin, je ne bois pas comme mon père. Et lui, il est alcoolique, moi, c'est que le soir, donc j'ai pas de problème. Bon, il faut penser que c'est pas tout à fait comme ça. Mais bon, donc je suis allée demander une consultation au professeur Lejoyeux, qui m'a reçu. Il était très tranquille, mais je suis allée vraiment. Il faut savoir que l'hôpital Bichat à Paris, c'est Porte de Saint-Ouen, dans le 18e arrondissement. C'était pas tout à fait mon quartier de prédilection. Et je suis allée prendre cette consultation en me disant, bon, il va me dire que j'ai un problème d'alcool, mais enfin bon, il va me dire que je suis pas alcoolique, que ça va aller, que tout va rentrer dans l'ordre. Moi, j'y suis allée, et puis en fait, je pense que j'ai dû mettre ce jour-là tous mes bijoux. Je pense que j'ai dû tout mettre. À l'époque, vous voyez là comment je suis très, très, très négligère par rapport à ce que j'étais à l'époque. C'est-à-dire qu'à la hauteur de mon intérieur qui était si détruit, je montrais un extérieur tout à fait impeccable. Bon, bref, je vais voir le professeur qui m'écoute. L'entretien a duré 10 minutes, à peu près. Il m'a posé quelques questions sur ma consommation, mais dans le fond, ma consommation, c'était pas tellement ça qui lui importait. Il m'a posé des questions plus sur la nature de la relation que j'entretenais avec le produit. Je pensais bien que la quantité, c'était indicible, je ne pouvais pas le dire. Puis au bout de 10 minutes, voilà, il me dit, écoutez, madame, ne perdons pas de temps. Je me lève, je me dis, cocagne, c'est bien ce que je pense, je ne suis pas alcoolique. Il me dit, écoutez, voilà, il y a une chambre qui vous attend, venez, je vous montre le service. Je me suis vraiment retournée pour savoir c'était à moi qui parlais. C'était bien à moi qui parlais. Bon, je suis sortie de l'hôpital, je suis restée 3 heures sur mon banc à pleurer, et puis voilà, j'ai pris ma décision. De toutes les façons, cette vie, elle ne pouvait plus durer comme ça. Donc un mois après, je suis allée à l'hôpital, et là, voilà, j'ai eu la chance de découvrir des soignants incroyables, et puis les soignants, c'était déjà à l'époque de patients qu'on appelait les aidants. Et c'est comme ça que moi j'ai eu la chance donc, voilà, de découvrir que c'était une maladie, d'aller bien, d'aller mieux et d'aller bien. Et puis donc j'ai décidé du coup d'aider, en fait, de faire avancer les représentations, parce que finalement je me suis rendu compte que moi, si je suis arrivée si tard dans le soin, c'est parce que d'abord je savais pas, j'osais pas formuler de demande, mais c'est aussi parce que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ne savaient pas comment aborder la question, parce que c'est bien, les représentations, elles viennent bien de part et d'autre, elles viennent du soignant et elles viennent aussi du patient. C'est-à-dire que moi, mes médecins généralistes, j'en ai 2, et je leur avais dit, il y a 10 ans auparavant, j'avais dit, mais vous savez, il me semble qu'à un moment donné, j'avais trop bu, j'avais tendu une énorme perche, et puis et il y en a une qui m'avait répondu, vous voyez, c'est pas bien de boire. Bon, je me suis tue pendant 10 ans, donc effectivement, là, voilà. Donc, avec mes collègues patients rétablis, on s'est dit que voilà, on aimerait bien avancer. Puis, donc, puisqu'à l'hôpital, on travaillait avec
on travaillait à l'hôpital. En fait, les soignants étaient déjà persuadés depuis longtemps qu'ils ne pouvaient pas avancer sans les soignants. Pardon, sans les patients. Luigi, je peux avoir le... Vous pouvez faire le maître du temps. Merci. Sans les soignants et sans les patients, je vais y arriver. Et donc, c'était... les patients, finalement, on intervenait déjà auprès des cours qui étaient donnés aux externes dans le service d'addicto. On intervenait comme ça, de manière un peu sporadique, en donnant quelques expériences. C'était à l'époque plus sous la forme de témoignages. Et puis, on s'est rendu compte que quand même, ça avait l'air d'intéresser les étudiants. Et puis, en fait, donc on est parti de plusieurs constats. Donc, on arrive trop tardivement dans le soin parce qu'on est beaucoup à témoigner du fait qu'on aurait pu gagner au moins 10 ans de notre vie si on avait su nous parler. Parce qu'on ne sait pas formuler cette demande et que cette difficulté vient aussi de la difficulté des soignants pour aborder cette question-là. Et donc, on s'est rendu compte que nous, patients qui étions passés par les soins, nous avions ce double langage de parler à la fois le langage des soignants et le langage des patients et de faire cette double traduction. Donc, nous sommes allés... donc, nous intervenions déjà auprès des externes dans l'hôpital Bichat. Et puis, quand il y a eu le cours d'addictologie obligatoire, en fait, il y a un des médecins qui a eu l'idée de nous amener vraiment sous le manteau. Hein. C'est vraiment, sans prévenir personne. On a été donné cours à Paris 7. Ouais, et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants, finalement, ils ont trouvé ça assez formidable, puisqu'ils rencontraient des vrais alcooliques, des vrais à qui ils pouvaient parler et à qui ils pouvaient poser toutes les questions. Donc, ils ont demandé à leurs doyens de poursuivre qu'on revienne dans des cours, et c'est comme ça qu'on est intervenu de manière beaucoup plus régulière. Ce qui a donné à une externe, qui, au moment où elle terminait son internat, l'idée de faire une thèse sur l'impact des patients experts, on les a appelés l'impact des cours donnés en collaboration entre des soignants et des patients experts auprès des étudiants. Alors, tout de suite, le terme de patient expert, je vais retirer toutes les difficultés. On a choisi ce terme-là. Je ne pense pas on va le garder parce que c'est beaucoup trop sujet à polémique et que dans le fond, on est beaucoup plus dans l'idée de retenir le terme de partenariat patient-partenaire, c'est plus ajusté. En tout cas, ce médecin a fait une évaluation d'un cours qui avait été donné avec elle et nous. On était plusieurs patients experts. À l'époque, c'était comme ça qu'on nous appelait. Et puis, il y avait un support qui est théorique présenté par le soignant. Et puis, nous, on faisait des illustrations. Alors, on avait avancé, on n'était pas dans le témoignage pur et simple. On illustrait par notre vécu des critères objectifs du trouble de l'usage. Et donc, après ça, 4 semaines après, puis 4 mois après, ce médecin interrogeait, alors de manière qualitative, les étudiants sur ce qu'ils avaient retenu des cours. Bon, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils se tenaient uniquement de ce que nous, les patients, on avait dit. Alors, forcément, parce qu'on avait illustré. Donc ça, c'était intéressant. Donc, elle a fait toute sa thèse autour de ça. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quels ont été les impacts. Mais pourquoi je ne bouge pas, là? Attendez. Luigi. Pourtant, je bouge. Bon, c'est pas grave, je peux quand même continuer verbalement. Et ça, les résultats m'ont montré que finalement, ce qu'a dit, c'est Alexandre Nakache, c'est ça, ce matin, en fait, c'est que ce qui a été intéressant, c'est de voir que les étudiants, nos cours, enfin nos illustrations, voilà. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Merci beaucoup. Donc, voilà ce que... D'accord. Merci. Voilà, cette thèse avec des étudiants. Alors, c'était des étudiants en 5e et 6e année, c'était des externes. Et le choix était de justement travailler avec des externes. Donc, autrement dit, encore des jeunes étudiants c'était des externes qui arrivaient en tout début de stage en médecine générale.
l'intérêt, c'est que ils venaient d'horizons, c'est pas qu'ils venaient d'horizons différents, c'est que ils savaient pas, ils se destinaient pas à faire de la dicto, surtout. Et c'était en tout début, donc ce qui allait leur permettre, dans leur stage ultérieur, de modifier ou pas leur pratique. Et les résultats qui ont été relevés, et justement, voilà où je voulais faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, c'est que on s'est rendu compte que ça avait eu un impact auprès de l'impact, il est auprès de l'étudiant, mais en tant qu'étudiant, donc pour ça, les étudiants ont trouvé que la formation, elle était innovante, qu'ils ont retenu le diaporama, mais surtout, c'était en tant qu'étudiant, mais également en tant que clinicien, pour leur future pratique, que ça leur avait permis d'avancer sur la représentation, et puis également en tant que citoyen. Et ce qu'ils ont exprimé, c'est que, parce que c'était 4 mois après, donc ils avaient quitté le service, donc ils étaient partis ailleurs, et qu'ils avaient évolué, qu'ils avaient, grâce à cette expérience, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient un rôle à jouer dans la société. Parce qu'effectivement, parce que ça les avait questionnés, eux, sur leur propre consommation, mais du coup, questionnés sur la consommation des autres, et ils se sentaient beaucoup plus légitimes pour aborder la question. Alors que quand ils étaient arrivés, c'est exactement ce qu'on a entendu ce matin, le déjeuner du dimanche, où ils ne se sentent pas médecins, ils ne se sentent pas du tout légitimes à aborder la question. Et grâce aux mises en situation, on avait pu les rendre plus légitimes. Enfin, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient plus légitimes. Je vais y arriver. Parce que, effectivement, le cœur du sujet, c'est de se rendre compte que, finalement, ils ne doivent pas attendre le fait qu'on demande. Parce que certains d'entre nous ne pourront jamais demander, parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement hauteur. Quant à l'interrogatoire, qui est effectivement ce que eux, en tant qu'étudiants, ils doivent demander aux patients, ils sont aller poser la question sur la quantité d'alcool, c'est pas quelque chose qu'ils font. Donc on leur a appris à être beaucoup plus à l'aise sur le sujet. Donc comment on fait? C'est qu'on leur fait faire un travail sur leur propre représentation, et on fait un brainstorming. En fait, on leur demande qu'est-ce que c'est pour vous un homme alcoolique, qu'est-ce que c'est pour vous une femme alcoolique. Bon, on les aide, parce qu'au début, comme on est là, ils n'osent pas tellement répondre, et puis finalement, il suffit de les aider un petit peu, de leur dire quelles étaient nos propres représentations pour qu'ils se lâchent. Donc on a SDF, on a la mère c'est une mauvaise mère, on a voilà, tout ce qu'on peut imaginer sur les représentations véhiculées par la société. Une fois qu'on leur a montré qu'ils avaient ses propres représentations, on leur a montré qu'ils pouvaient changer leur représentation. Effectivement, en nous voyant, parce qu'au départ, ils ne savaient pas qu'ils allaient nous rencontrer. Quand ils nous ont vus, ils n'ont pas imaginé que chacun des 4 qui ont été là avait été passé par l'hôpital pour un sevrage alcoolique. Donc, on allait vraiment à l'encontre des représentations. À partir de là, les soignants qui illustraient le trouble de l'usage par un diaporama, il y a 11 critères. Nous, on a pu illustrer des critères par notre propre vécu. Par exemple, il y a un des critères, c'est la perte de contrôle. Je vous donne ça comme illustration parce que ça permet de bien comprendre. La perte de contrôle, c'est un critère qui est très objectif, qui est assimilé par tout le monde comme un critère de perte de volonté. Et nous, ce qu'on explique, c'est que la perte de manque de volonté, et qu'on explique que la perte de contrôle, c'est un problème de thermostat qui est dérégulé, que si on commence à consommer, on ne peut pas s'arrêter. Et ce qui permet, et à ça, on a tous les étudiants qui nous disent « Oui, mais ceux qui s'arrêtent, il y en a plein qui disent qu'ils arrêtent quand ils veulent. » Oui, plein de gens peuvent s'arrêter, mais ce qu'on regarde avec eux, ce qu'on leur a expliqué, c'est que ce qui est important, c'est que quand cette personne s'est arrêtée, comment elle est à la reconsommation? Est-ce qu'elle est à nouveau en perte de contrôle ou est-ce qu'elle peut être dans une modération? Ce qui permet de ramener dans ce critère tous les t'inquiète, je gère, qui se sentiraient bien protégés. Donc voilà, illustrer avec eux les critères du DSM-5, ça a été quelque chose d'intéressant. Et puis, ils ont expérimenté après par des mises en situation. Et les mises en situation, quelquefois ils ont joué le soignant, mais souvent ils ont joué le soignant, mais quelquefois ils ont joué aussi le patient. Ce qui était important, et là aussi c'était ce qui avait été dit ce matin, c'est que vivre de l'intérieur, c'est pas du tout la même chose, et d'être face à nous qui sommes des anciens buveurs ou anciens addicts pour certains d'entre nous, c'est pas du tout la même chose que de se retrouver face à un acteur. C'est pas du tout pareil, parce que ne serait-ce que par notre seule présence, on modifie les représentations et on modifie. Alors, voilà, donc
ça permettait, donc premièrement, donc ça permettait d'évoquer leur propre représentation. Nous, ça nous a permis d'expliquer ce qu'était le déni, en quoi le déni est un mécanisme protecteur qui empêche d'accéder aux soins, qui nous empêche d'accéder aux soins. Merci Louis. Et ils ont pu expérimenter ce qui est vraiment fondamental, c'est que autant avant, les soignants attendaient que les patients verbalisent une demande. Et on disait, tant qu'il n'a pas demandé, ça ne sert à rien. De toute façon, s'ils n'ont pas de volonté, et puis tant qu'ils disent rien, ça ne sert à rien. Bon, à force d'attendre la demande, beaucoup sont morts. Et on part du principe aujourd'hui, et ça c'est une vraie nouveauté, c'est qu'il y a en chacun de nous une demande, mais qu'on n'arrive pas à verbaliser. On part de ce principe qu'il y a cette demande parce qu'avoir une addiction, c'est comme être dans une prison. Donc, si quelqu'un vient de l'extérieur, et c'est ce qu'on leur explique aux étudiants, et qu'ils verbalisent cette demande, ils font ce qu'on appelle l'avance de la demande, à ce moment-là, c'est la porte ouverte pour que nous, ultra sensibles, addicts que l'on est, on va pouvoir à ce moment-là libérer notre parole. Et alors, dans cette thèse, et vous la retrouverez sur le diaporama, elle est disponible, c'est que on a repris, alors, enfin, ce médecin-là a repris in extenso les paroles des étudiants, et effectivement, après, l'étudiant disait, bon, alors, quand je sais que je vais aller voir un patient qui a un problème d'alcool, ben, en fait, ça me fait plus peur. Ça, c'est pas un tabou, il faut en parler. Alors que, quand ils sont arrivés, ils ont bien expliqué à quel point c'était un tabou, à quel point c'était compliqué. On a repris aussi d'autres phrases de ce support qui montraient, ben, voilà, je vous ai parlé de la perte de contrôle, et bien en fait, ils expliquaient que la perte de contrôle expliquée par nous prenait un sens complètement différent que ce qu'ils avaient compris du cours par les soignants. Et aussi, voilà, parmi les critères, on en a poursuivi la consommation malgré les conséquences. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué de comprendre c'est plus fort que moi. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est addict, on se dit, mais c'est pas possible, il voit bien que s'il continue, il va avoir un cancer des poumons. Celui qui fume, on voit bien que celui qui boit, il va perdre son mari, elle va perdre sa... Non, c'est l'inverse. Bref, il va y avoir des dommages, il voit bien qu'il va perdre son boulot. Mais ça n'a aucun impact pour nous. Enfin, ça n'a aucun sens d'aller du côté des conséquences négatives, mais expliquer à ces étudiants en médecine que s'ils vont vers ce côté-là, finalement, la seule chose qu'ils vont réussir à obtenir de notre part, c'est de la résistance. Mais parce qu'on leur explique à quel point c'est plus fort que nous et à quel point ça fait partie des critères de la maladie. Voilà, qu'est-ce qu'on avait pu... voilà, grâce aux mises en situation, les patients, les soignants ont pu expérimenter ce que c'est que poser des questions et puis donc, dans les deux rôles. Alors... ce qui est très intéressant, c'est que c'est parfait. Merci beaucoup. Les étudiants c'est compliqué parce que devant moi, j'ai pas le support, ça bouge pas là. Ce que les étudiants ont verbalisé, c'est qu'ils ont trouvé que c'était donc très novateur, qu'il y avait eu des impacts, comme je disais tout à l'heure, il y avait des impacts sur eux en tant qu'étudiants, mais sur eux en tant que futurs praticiens et eux en tant qu'usagers des soins, en tant que citoyens, et que c'était novateur et que ça leur avait permis, eux, de beaucoup mieux assimiler les cours. C'est vrai que les exemples leur permettaient effectivement de mieux retenir et qu'en fait, ce qu'ils ont proposé et même ils ont demandé à ce que ces cours à ce que notre intervention, donc avec les soignants, soit obligatoire dans tous les cours. Pas tous les cours de tout l'univers, non, dans les cours, mais que cette expérience soit reproductible et reproduite, mais avec ce caractère obligatoire, parce que c'est vrai que si on laisse le choix, a priori, c'est pas forcément, ils ne demanderont pas forcément, donc imposer, ils trouvent que c'est une bonne idée, et en plus, donc c'est pour ça que j'ai mis le obligatoire, entre guillemets, parce que c'était leur propos, et d'étendre ce type de formation, de co-formation à d'autres spécialités. Et on intervient également effectivement auprès des intervenants de proximité auprès des magistrats, auprès des étudiants, auprès des assistantes sociales. Enfin voilà, on se rend compte que quand on intervient en partenariat comme ça, auprès de tout ce public de proximité, on va pouvoir aider à libérer la parole et à aider les patients à accéder aux soins. Voilà, j'ai fini.